Bonjour à tout le monde. Voici une nouvelle séance de notre cours de linguistique historique et de typologie des langues. On continue sur le thème de la méthode comparative et de l'observation du changement linguistique. Cette fois-ci, en entrant un peu plus dans le détail sur les différents types qui peuvent exister de changements linguistiques dans les langues du monde. Nous avons en effet jusqu'ici donné quelques exemples de changements phonétiques sans entrer dans le détail. Donc je vais beaucoup vous parler de changements phonétiques en donnant plus d'illustrations et de termes techniques. Et puis, plus brièvement peut-être, mais on observera d'autres types de changements qui sont également importants, qu'il ne faut pas oublier, qui font partie de la méthode comparative également, qui sont des changements morphologiques, syntaxiques, sémantiques par exemple. Et puis, à la fin de cette séance, nous nous posons des questions brièvement sur la nature et la raison, et quelles sont les raisons qui sous-tendent le changement linguistique. Alors, on va commencer, si j'ose dire, par le changement phonétique. Enfin, on commence effectivement. Pourquoi je dis si j'ose dire, c'est parce que cela fait déjà plusieurs séances qu'on en parle. En effet, le changement phonétique, c'est la, comment dire, c'est ce qui fait occupe une place importante dans les études de linguistique historique, notamment quand on essaye d'observer la régularité des changements. On va essentiellement prendre des exemples phonétiques et quand on également lorsque on applique la méthode comparative pour regrouper les langues par innovation partagée. On peut inclure dans cette réflexion sur les innovations partagées, on peut inclure des innovations syntaxiques, des innovations morphologiques, comme on le verra d'ailleurs, ou lexicales et autres. Mais c'est vrai que la part du lion dans la linguistique historique, c'est le changement phonétique. Donc ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Le changement phonétique, c'est bien la modification au cours du temps de la prononciation de certains sons, qui peuvent être des consonnes, des voyelles, de la prosodie, etc., dans la chaîne parlée, pour tous les locuteurs d'une langue, ou au moins une partie d'entre eux. Alors, quand j'ai une partie d'entre eux, on pense typiquement à certains dialectes, donc des variétés dialectales, qu'on appelle également diatopiques. Donc, c'est en fonction de la distribution dans l'espace, si on veut, l'espace des locuteurs, qu'on peut avoir de la diversité de prononciation de certains phonèmes. Un exemple de différenciation dialectale en français, il n'y en a pas tellement que ça, étonnamment, en français moderne, je veux dire, au XXIe siècle, mais on peut opposer la manière de prononcer de certains phonèmes à Paris et au Québec. On peut dire que le français parisien et le français québécois sont deux dialectes de la langue française, mais elles ont des différences de divers ordres, phraséologiques, lexicales et autres, mais pas mal de différences phonétiques. On en verra 2-3 exemples bientôt. D'accord, donc, et puis de même pour l'anglais, vous savez peut-être que l'accent des Anglais de Nouvelle-Zélande est assez marqué, notamment, est assez différent du reste de l'anglais à cause des voyelles. Par exemple, on va avoir des voyelles comme tup, ce que le reste de l'anglais va prononcer tip, T-I-P, si vous voulez, on écrit tip, va être prononcé en Nouvelle-Zélande tup, avec un changement vocalique, et la plupart des voyelles sont assez différentes entre l'anglais de Nouvelle-Zélande et l'anglais, par exemple, d'Angleterre. Ça, c'est un exemple parmi des milliers d'exemples possibles de variations dialectales. Il y a aussi, surtout dans nos sociétés modernes, des variations sociolectales en fonction de la sociologie, plutôt de différentes classes sociales, si vous voulez. Alors, c'est pas la même chose exactement, des différences de registre. Vous savez qu'en français, on peut dire oui ou ouais, et
le ouais et le oui, pour dire répondre affirmativement à une question, n'appartiendront pas au même registre. Du point de vue purement phonétique, on peut avoir, il y a des, comment dire, j'allais dire des régions de France, mais là ce serait dialectal, mais plutôt des groupes sociaux, plutôt en France métropolitaine, je pense, qui vont avoir des changements phonétiques du type palatalisation. Si je prends une phrase comme ça, ceux qui sont partis, si je prononce à la parisienne et à la façon classe moyenne, si je veux dire, ceux ou académique, la prononciation, received pronunciation, on dirait en anglais, donc la prononciation standard du français parisien, eh bien, ceux qui sont partis, on a un qui et un ti à la fin de partie. Ceux qui sont partis, on entend certains locuteurs aujourd'hui qui prononcent ceux qui sont partis. Hein, donc si je déjà un peu, ça fait ceux qui sont partis, avec, comme vous voyez phonétiquement ici, un changement phonétique. Le qui vélaire peut être parfois très palatalisé au point de devenir presque un che, ceux qui sont pas là, ceux qui sont, d'accord, ceux qui habitent ici, bon. Et puis ceux qui sont partis, alors cette fois-ci c'est pas une vélaire, c'est un T, une dentale, qui va être palatalisé devant une voyelle antérieure comme le I, donc au lieu de parti, c'est parti, d'accord. Donc ça c'est pas quelque chose qui s'est encore généralisé en français. C'est très possible que le français métropolitain dans 30 ans parlera, tout le monde parlera comme ça, parce que les innovations, elles commencent dans un certain milieu social, ça peut être elles commencent dans un dialecte et elles se répandent à d'autres dialectes, et quand on est dans le socialecte, c'est pareil. Aujourd'hui, la plupart des classes moyennes utilisent le verlan, vous voyez, le verlan, de dire la meuf, les keufs, alors qu'il y a 40 ans, c'était réservé à seulement certaines plutôt classes ouvrières, voilà, de banlieue, etc. Et donc, on a comme ça des changements phonétiques qui apparaissent quelque part, des variations qui commencent à un endroit du réseau social d'une langue et puis qui se répandent. On va avoir plusieurs exemples. Là, si on reste concentré sur purement le changement phonétique lui-même, hein, donc on va voir que on peut l'illustrer assez classiquement, mais c'est toujours intéressant et spectaculaire, par des exemples venus des langues romanes. Hein, je vais prendre des exemples du latin au français, et puis on va voir d'autres langues ensuite, y compris océaniennes. Donc en latin classique, on n'avait pas vraiment de château à l'époque romaine. On avait des camps militaires romains qu'on appelait castra, et le diminutif de castra, hein, les camps de Jules César, ça vous avez peut-être vu des images, des Romains qui assiégeaient les villages gaulois par exemple, eh bien on avait donc une forme castra, dont le diminutif était castellum. Et cette forme en castellum en latin classique a évolué. Pourquoi je cite cet exemple? Parce que il est toujours castellum, il y a beaucoup de châteaux en Europe de l'Ouest, et du coup, de village en village, on voit les nombreuses formes phonétiques prises par le mot castel, castell, cateu, chastel, etc. Quand on se promène en Europe, il y a peut-être moins de châteaux ou de villages qui s'appellent château, quelque chose en Nouvelle-Calédonie. Donc désolé pour cet exemple très européen, mais c'est pour illustrer le passage du latin au français. Donc on peut reconstituer, même si on n'a pas forcément de traces écrites. On a des traces écrites du latin classique, mais on n'a pas forcément des traces écrites de l'évolution phonétique du latin au français, vous savez. Pourquoi? Parce que quand les gens écrivaient au 2e, 3e, 4e siècle après les écrits, eh bien, ils écrivaient en latin, même si en fait ils ne prononçaient pas exactement comme ils écrivaient. Donc, on est obligé de reconstituer les changements phonétiques du latin au français, non pas tellement en se basant sur des textes écrits, mais beaucoup en se basant sur la reconstruction du changement phonétique, y compris pour les langues sans trace écrite. Voilà. Donc en fait, on applique, pour reconstituer le changement phonétique du latin au français, on applique les mêmes règles qu'on ferait entre le proto-océanien
et le Jehu, ou sur des langues d'Amazonie, par exemple. Voilà. Alors, Castellum, eh bien, on peut reconstituer des changements du type Castello, c'est-à-dire la chute du M final, le changement de vocalique. Castel, peut-être, je crois que j'ai déjà parlé de ce phénomène dans un autre cours. C'est la palatéisation de Castel en Chastel. Vous remarquez que on n'est pas très différent, phonétiquement je parle, donc cette palatalisation qui a dû avoir lieu très tôt, vers le 5e siècle. Finalement, c'est un peu le même phénomène qui se passe dans certaines variétés du français d'aujourd'hui, comme on a vu il y a 5 minutes. Ceux qui sont partis, qui devient ceux qui sont partis. Et bien là, on reproduit aujourd'hui le même type de changement phonétique qui a eu lieu il y a 1500 ans, à savoir le passage de K, une nouvelle ère K, à Tcha, Tcha, dans une partie de la France, dans le nord de la France en fait. Pas l'occitan, mais le français. C'est les langues d'Oil. D'accord. Donc on a Castello qui devient Castel et Chastel. D'accord. Ce Chastel lui-même a évolué en France au Moyen-Âge. Le S a disparu lorsqu'il était en en coda, c'est-à-dire en fin de syllabe. Vous savez, l'escole est devenu l'école, et Castel est devenu Chahteu. D'abord, le S est devenu H, et puis ensuite il a carrément disparu, Chahteu. Donc, vous voyez cette forme phonétique ici, Chahteu. Eh bien, elle doit dater d'environ 14e siècle, début du 14e siècle, donc 1320 à peu près, 1350. J'ai fait exprès de vous l'indiquer parce que c'est cette forme-là qui se retrouve dans l'orthographe aujourd'hui du mot français, Chahteu, surtout avec sa magnifique triphtongue à la fin. Triphtongue, vous connaissez les diphtongues qui ont 2 voyelles, et là c'est une triphtongue qui a 3 voyelles, EAO. Eh bien, et qui donne au français son orthographe si étrange, si charmante pour certains, si terrible pour d'autres. Eh bien, vous voyez ce château avec son accent circonflexe et sa triphtongue EAU, eh bien, elle a fixé en fait dans l'orthographe la prononciation telle qu'elle existait peut-être vers 1350. Depuis cette époque, on ne change plus tellement l'orthographe de ce mot et de beaucoup d'autres mots. Et beaucoup de l'orthographe étrange de la langue française, en fait, est due au fait que cette orthographe s'est figée au XIVe siècle, pour l'essentiel, et qu'elle fait comme une photographie d'une prononciation à une certaine époque où, par exemple, ce mot-là se prononçait Chahteu, avec plein de voyelles étranges, alors que dans les siècles qui ont suivi, au XVe, XVIe, eh bien, ce mot a fini par se prononcer château. Et les 3 voyelles finales EAO se sont monophthongées en français du nord parisien, dans le dialecte dominant autour de la région parisienne. Ça s'est monophthongé en O, château. Il y a encore des dialectes vers la Normandie ou le Poitou où on entend encore cette triphtongue, encore château. Et puis ils sont parlé du fait que en occitan du sud on entend Castel, etc. Donc ça c'est carrément une autre langue. Mais donc c'est pour dire qu'il y a de la variation dialectale, mais que dans un des dialectes que nous observons là, qui est le dialecte, si vous voulez, de l'Île-de-France, eh bien au Moyen-Âge on a eu entre le latin et le XVe siècle, on a eu toute cette chaîne de changements phonétiques que je vous illustre ici pour la beauté de la chose et de l'observation du changement phonétique qui est assez spectaculaire, et avec cet exemple qui réunit un grand nombre de changements différents. Vous voyez, il y a la consonne vélaire a changé, le S en coda, le L final s'est vocalisé, etc. Enfin, plein de choses magnifiques. On va voir d'autres exemples de changements phonétiques, pas forcément revenir sur celui-ci, mais c'est pour que vous voyez à quoi ressemble une chaîne de changements phonétiques pour un mot donné. Eh bien, on peut faire le même type de reconstruction pour également des langues sans traces écrites. Vous le savez déjà, on a déjà beaucoup vu d'exemples.
Et par exemple, du proto-océanien au tahitien, on va pouvoir reconstruire, grâce à la méthode comparative, eh bien, des changements phonétiques. On peut reconstruire un étymon pour dire la pirogue, le navire, le bateau océanien. Au niveau du proto-océanien, la forme serait Wangang. Wangang, d'ailleurs, elle a des ancêtres qu'on retrouve, cette forme-là a des ancêtres qu'on trouve dans les langues austronésiennes de l'Ouest, malayo-polynésiennes, des Wanga et tout ça. Et donc, Wangang, qui serait donc une forme de aurait une forme proto-océanienne, aurait d'abord perdu sa consonne finale dans pas mal de langues océaniennes. Ce Wanga devient Waka, donc vous voyez par assourdissement ou dévoisement de la vélaire. Ce Waka devient Vaka, avec donc une semi-voyelle qui devient une consonne constrictive, V, comme dans beaucoup de langues d'ailleurs, et Vaka, qui est d'ailleurs le proto-polynésien, Vaka, pour dire la pirogue, et bien en tahitien il y a encore une étape qui est que le que, la vélaire devient une glottale, d'accord. Donc ce débucalisme, on va voir, donc Vaka devient Va'a. C'est encore un exemple de changement phonétique. On pourrait donner des millions d'exemples. Pourquoi je vous en donne deux? C'est aussi pour rappeler, ça c'est important, que les principes du changement phonétique entre les langues romanes et les langues océaniennes ou les langues bantoues, etc., sont en fait des principes universels. Et on va retrouver des phénomènes tout à fait similaires d'une famille à l'autre. Alors, justement, on va un peu regarder avec attention certains exemples et de changements phonétiques avec quelques termes techniques. Et à chaque fois, je vais essayer de vous illustrer avec des exemples en langue romane et puis d'autres exemples en langue océanienne. Et on va voir que très souvent, on retrouve les mêmes phénomènes d'une famille à l'autre. Alors, on y va. On commence par un terme qui existe, c'est l'amuissement. Amuissement, en fait, c'est la même origine que le mot muet en français, donc mutus en latin. D'accord. Amuir, une consonne qui s'amuse, ça veut tout simplement dire que le phonème disparaît. D'accord. Un phonème disparaît, il s'efface, il devient zéro, si vous voulez. Il y a plusieurs manières de l'exprimer. Et il y a énormément d'exemples, on en a déjà vu dans nos exercices, n'est-ce pas, sur les langues polynésiennes et sur la reconstruction des changements. On a vu pas mal de consonnes qui devenaient zéro, par exemple. Voilà. On peut avoir des consonnes finales, par exemple, qui deviennent zéro, c'est-à-dire qui s'amuissent. Exemple, il y a un mot en latin, un nom qui est caput, la tête, qui fait la partie du corps. Et ce caput a évolué en bas latin en perdant le T final. Par exemple, en italien, la tête, ça se dit il capo. Capo, vous voyez, il n'y a plus de T. Il a disparu, il survit que dans des mots qui sont dérivés de caput, comme capital, décapité, de la tête, décapité, capitalisme, cheptel, etc. Donc ce sont des mots qui ont préservé le T lorsqu'il y avait, si vous voulez, des suffixes, mais sinon, voilà, c'est un exemple de disparition de la consonne finale, non seulement sur ce mot-là, mais sur énormément de mots du latin à l'italien, et on verra plus tard du latin au français, bien sûr. Alors, il y a des phénomènes très parallèles avec le proto-océanien. Si on prend une racine proto-océanienne assez fréquente qui est assez connue, qui est la mer, Tasik, eh bien, on voit que dans beaucoup de langues du Vanuatu, eh bien, en général, le Vanuatu a perdu les consonnes finales du proto-océanien, c'est-à-dire que l'ancêtre de nombreuses langues du Vanuatu aura passé de Tasik à Tassi. Donc ça, c'est l'amuissement d'une consonne finale. Au passage, il y a aussi beaucoup de langues du Vanuatu qui sont allées encore une étape plus loin, et cette fois-ci qui ont amui la voyelle finale, c'est-à-dire qui sont passés de Tasik à Tassi, et ensuite de Tassi à Tass. D'accord. Voilà un exemple d'amuissement de voyelle finale, phénomène très très fréquent dans le monde, qu'on peut illustrer par le latin. Je prends n'importe quel mot du latin qui est terminé par une voyelle, par exemple causa,
c'est pas la tête, une petite erreur ici. Causa qui veut dire la cause en fait, hein, le jugement, et qui a donné le mot français chose, ce qui, il y a pas mal de phénomènes, vous remarquez le même changement qu'on avait tout à l'heure pour castello, c'est-à-dire kia qui donne cha, c'est pas la talise, on le retrouve ici avec chose. Le point que je regarde à cet instant, c'est la voyelle finale de causa, qui a disparu dans le français chose. Comme énormément en fait tous les mots du français ont eu leur voyelle finale disparaître. Mais le phénomène se retrouve également en proto-océanien. Si vous prenez un mot comme le sable, en proto-océanien on reconstitue une racine prone, et bien dans certaines langues de Nouvelle-Calédonie, comme le Némi de Yengen, et bien la forme moderne c'est con, n'est-ce pas? C'est con, donc disparition du et, entre parenthèses le nom, le village de Kone en province nord, et bien il a son origine dans ce terme proto-océanien, le sable. Là, un deuxième terme très fréquent quand on analyse le changement phonétique, c'est la lénition. Lénition, c'est un terme qui vient du latin lénis. Lénis, c'est un mot qui veut dire, c'est un adjectif qui veut dire mou ou tendre, par opposition à dur, c'est le contraire de dur. D'accord ? Il y a viande qui est dure ou qui est tendre, et bien la lénition, c'est soit on a un son qui est dur, c'est métaphorique bien sûr, un son qui est dur comme que ou te, d'accord, une occlusive sourde, et qui va subir un changement phonétique qui va l'amener vers à devenir à être prononcé de manière plus molle, si on veut, c'est une métaphore, n'est-ce pas? C'est par exemple une occlusive qui devient une fricative, d'accord? Donc le son P qui est dur, si vous voulez, mais évidemment on va utiliser les termes techniques, hein, qui est une occlusive sourde, caput, hein, donc le même exemple que tout à l'heure sur la tête, caput, la tête, et bien en ancien français le P est devenu F, voyez, or de passer de APA à fa, donc de P à F, eh bien c'est un phénomène très classique d'ailleurs de lénition, une baisse de l'effort articulatoire de cette consonne, hein, puisqu'on ne peut pas prononcer un P, on peut prononcer en revanche un F, il est fricatif, de l'air passe, et tout ça pour plein de raisons articulatoires. On voit que l'effort est moindre pour prononcer un F qu'un P. On a le même phénomène, d'ailleurs le même qu'on peut illustrer avec exactement le même changement de P à F entre le proto-océanien et le polynésien, par exemple, Fatou, la pierre, qui devient Fatou en proto-polynésien. Fatou, la pierre. D'accord. Un autre type de lénition, en fait, il y en a un grand nombre de sous-types de lénition, mais par exemple, c'est le voisement, d'accord, entre voyelles, donc des consonnes sourdes qui deviennent sonores. C'est aussi un type de lénition. On peut appeler ça sonorisation ou voisement, on peut appeler ça lénition. Je prends un exemple, un mot latin qui voulait dire, qui est delicatus, qui veut dire délicat, essentiellement, en latin, n'est-ce pas, fragile, quelqu'un qui est délicat, voilà, qui n'est pas une grosse brute, eh bien, delicatus. Cela donne un mot en espagnol, un adjectif espagnol qui est delgado. Delgado. Vous voyez que le delicatus, avec le que et le te, sont devenus des ge et des de. Donc c'est un exemple parmi des milliers de sonorisation d'une consonne entre voyelles. Et on a ça dans les langues romanes, on a ça dans toutes les familles de langues. Un exemple aussi que nous avons plus près de chez nous, à Nouméa, eh bien c'est le faga uvea qui est parlé sur l'île de Uvea. Eh bien, il a un préfixe qui au départ dans les langues polynésiennes est faka, vous savez c'est le préfixe de causatif en principe. Eh bien, il a été sonorisé ou voisé et faka est devenu faga. C'est une émission. Un cas différent que certains pourraient peut-être considérer comme un exemple de
l'émission, mais c'est pas ma question. En tout cas, c'est un cas un peu différent. C'est la débuccalisation. Débuccalisation, ça a l'air d'un mot bien compliqué, mais en fait, tout simplement, on reconnaît le mot buccal, la bouche, et l'idée, c'est que des consonnes qui se prononcent normalement avec les organes de la bouche, avec des dentales, des labiales, des apicales, des vélaires et tout ça, eh bien, finissent par évolution phonétique, donc à être prononcées non plus au niveau de la bouche, mais au niveau de la gorge, du larynx. D'accord. Or, quels sont les sons qui se prononcent avec le larynx? C'est toutes les voyelles, I, E, A, O, U, et puis c'est le H, le H, et c'est la glottale A, qui est glottale, qui est fréquente dans les langues océaniennes, mais également le H. Donc, ça, c'est des débuccalisations. Il y a beaucoup de langues où on passe de AFA, ou asa, ou ara, à aha, n'est-ce pas? Ou alors apa, ata, aka devient a, glottale. Alors, un exemple de débuccalisation qui devient une consonne qui devient un H, on a ça dans plein de familles de langues du monde. Exemple proto-indo-européen, septem, septem, qui veut dire sept, hein, qu'on trouve en latin septem, et en français sept, et bien en grec ancien, le S est devenu H. Vous connaissez hepta, vous avez peut-être entendu parler du heptagone, même si c'est assez rare d'avoir une figure à 7 côtés. Hexagone, c'est, vous voyez, 6 en français, 6 en latin sex, en grec hex, qui a donné hexagone, donc c'est assez régulier en grec, les S indo-européens donnent des H. On a la même chose pour passer du proto-océanien S au proto-polynésien H. Vous voyez le verbe proto-océanien sake, qui veut dire vers le haut, hein, monter, eh bien, il existe en proto-polynésien, il est hake. Hake, c'est une débuccalisation du S en H. Sachant que par ailleurs, cette forme hake, elle a évolué évidemment à son tour entre le proto-polynésien et une langue comme le tahitien. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le H a disparu. Vous vous souvenez de quel mot qu'on emploie pour un phonème qui disparaît? Vous l'avez quelques lignes plus haut, c'est amui. Le H, c'est amui. Mais on peut dire aussi il a simplement disparu. D'accord? Il est devenu zéro. Et puis par ailleurs, la consonne vélaire K dans hake est devenue une glottale. A-E. D'accord? Et donc là, c'est une autre forme de débuccalisation. Il y en a très souvent. Et donc, justement, la deuxième ligne ici, c'est pour vous montrer des cas où des phonèmes peut-être que et autres deviennent une glottale. Figurez-vous qu'on n'a pas beaucoup d'exemples en Europe, mais on en a un, c'est l'anglais dialectal, hein, parlé à Londres. Alors, c'est à la fois dialectal et sociolectal, puisque c'est une prononciation qu'on entend énormément si on écoute des programmes, je sais pas, des séries qui se passent en Angleterre. Je dis bien Angleterre, pas États-Unis. Hein. C'est pas du tout, on n'entend pas du tout ça aux États-Unis, mais à Londres et au départ, je pense que c'est au nord de l'Angleterre, au nord-est. Eh bien, le son T, la consonne T, qui se prononce glottale entre voyelles. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, on va avoir des mots comme better. Better, vous savez, en anglais, ça veut dire mieux, meilleur. Eh bien, il y a des régions d'Angleterre, y compris à Londres, où on prononce ça better. Better. On n'entend pas du tout le T, c'est better. D'accord? Et pareil, par exemple, la ville, the city, va devenir CA. On n'entend plus du tout le T. Photo devient photo, etc. Donc ça, c'est un phénomène assez marquant qui n'existe qu'en Angleterre, plutôt dans des strates sociales considérées comme les classes ouvrières, tout ça. Et c'est plutôt critiqué, si vous voulez, enfin disons en linguistique, enfin comment dire, d'un point de vue prescriptif, c'est considéré comme une mauvaise prononciation, mais la moitié des Anglais l'utilisent, beaucoup les jeunes aussi. Et en fait, du point de vue du changement phonétique, on a ce passage donc de T à E qu'on a en anglais et qu'on a dans d'autres langues. J'ai des langues du Vanuatu qui passent le T à E également. D'autres exemples de la glottale, par exemple, le tahitien a énormément de glottales, vous savez peut-être, vous l'avez remarqué,
Hein, par exemple, proto-polynésien tangata, qui veut dire la personne, un être humain, tangata, eh bien, en tahitien, c'est ta'ata, ta'ata, d'accord, avec une glottale. C'est le même mot, tangata, vous savez que en hawaïen, kanaka, qui est kanaka, qui correspond au proto-polynésien te tangata, la personne qui a donné donc, le mot kanaka. Voilà. Donc ça, c'était des exemples de dévocalisation. D'autres exemples de changements phonétiques, il y en a en fait des centaines. Je vous donne les plus connus ou les plus intéressants ou les plus susceptibles d'être rencontrés dans des exemples. La palatalisation. Palatalisation, vous connaissez les palatales, hein, si vous vous souvenez de votre alphabet phonétique et vos codes phonétiques. La zone des consonnes palatales, c'est derrière les dentales, hein, on a les dentales et les alvéolaires, ensuite on a le palais, donc les palatales, et puis les vélaires qui sont derrière. Les vélaires, c'est que, donc entre T et K, si vous voulez, entre la lettre, si vous pensez au son de T, à Ta et à K, entre les deux, il y a Atia. Atia. On avait déjà des exemples avec Castellum, n'est-ce pas, avec ces chi qui sont partis, je ne sais pas, ceux qui sont partis, le Castellum. Donc ça, c'est une zone qui est assez active dans le changement phonétique inconscient, bien sûr, des langues du monde, et notamment, alors, on le retrouve dans les langues, dans le passage du latin au français. Ça fait plusieurs fois que je cite le mot caput en latin tête, parce qu'il est intéressant, c'est un exemple tout simple, c'est une partie du corps, tout ça. Et phonétiquement, on a déjà vu l'amuissement du T, on a vu la lénition du P, et cette fois-ci, on a la palatalisation du que, tchaput, hein, ou tchap, d'accord, tchaf, qui est devenu tchef, alors, la voyelle a également changé, tchef, donc en ancien français, ce mot qui veut dire la tête, se disait tchef, tchef, le tchef, vous connaissez le couvre-chef, hein, le couvre-chef, c'est pas forcément un chapeau de cow-boy ou de shérif, parce que ce sont les chefs, mais un couvre-chef, ça veut dire juste un chapeau, c'est un des anciens, bon, il y a un des emplois en français moderne du mot chef qui a gardé le sens de tête. Le couvre-chef, c'est le chapeau. Mais dans beaucoup d'autres sens, ça on va en reparler dans quelques minutes, il y a eu un changement sémantique. D'accord. Donc on va parler du changement sémantique. Là, on se concentre sur le changement phonétique et on voit qu'on a un K de tête qui est dans notre tête, le K qui est devenu Tcha. Tcha avec changement ensuite de la voyelle A, du P qui est devenu F, etc. Donc le mot est méconnaissable, n'est-ce pas? Vous remarquez que, au passage, que cette orthographe chief de l'ancien français a été emprunté par l'anglais. L'anglais a le mot chief. Le mot chief en anglais est un mot que l'anglais a emprunté au français. Comme vous savez, énormément de mots, peut-être 40 à 50% des mots de l'anglais sont d'origine romane. Hein, ça vient souvent de l'ancien français ou du français. Ça, c'est à cause de l'histoire très particulière et assez passionnante de la langue anglaise au Moyen-Âge. Le phénomène de palatalisation d'une vélaire, hein, on le retrouve dans les langues indo-européennes, voilà, comme romane en l'occurrence, du latin au français, mais on le trouve aussi dans les langues océaniennes. Par exemple, j'ai oublié de noter le sens, hein, mais c'est kapika en proto-océanien, vous savez, c'est, je crois qu'on appelle ça le pommier kanak. C'est une sorte de pommier, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais c'est Syzygium malacense. Ça c'est le nom latin d'une sorte de pommier traditionnel, si vous voulez, de Mélanésie, d'Océanie. Et ce kapika, eh bien, vous remarquez que le son que c'est palatalisé, d'abord en proto-Nord-Calédonie, hein. Ça c'est une forme qui est proposée par François de Rivière dans ses articles. On peut reconstituer que la proto-langue au nord de la Nouvelle-Calédonie aurait eu une forme tchavik, hein, donc kapika, tchavik, et dans la langue tchatch, ce mot se prononce tchatch, ce qui semble être, j'espère ne pas mal prononcer, je ne sais pas s'il y a des locuteurs de tchatch parmi nous, il semble que tchatch, qui est le nom de la langue, d'une des langues du Nord, du fait que c'est un toponyme, il y a un lieu le village qui s'appelle Tchatch, en fait au départ c'est le nom de cet arbre. Et vous voyez une double palatalisation. Exemple aussi de la palatalisation
d'une dentale, hein, dentale ou alvéolaire, te qui devient che. On en avait vu des exemples avec ceux qui sont par chi, hein, c'est un exemple de ça. Ou bien chit, hein, elle était petite, ma maison était petite. Ce serait un exemple dans certaines variétés possibles de prononciation de petite. Et puis en québécois, le québécois va prononcer tsit, tsit. C'est un autre type de palatalisation, d'accord? Le T devient une affriquée ts, ts. Donc, tsit, la petite. Ok, la maison est toute petite. On trouve également des cas en Nouvelle-Calédonie de palatalisation d'un T. Hein. Par exemple, la mer, on a déjà vu classique, la mer. Eh bien, en Djawe, ce mot se dit tialik. Tialik. On voit que le ta est devenu tcha. Voilà. Épenthèse, un autre joli mot, cette fois-ci vient du grec, épenthesis, ça veut dire insertion, et il désigne l'insertion d'une consonne ou d'une voyelle qui n'était pas là auparavant, d'accord. Exemple, on peut insérer une nouvelle, enfin certains, c'est pas qu'on insère volontairement, hein, c'est que naturellement le changement phonétique donne lieu, dans certains cas, à l'apparition d'une nouvelle consonne. Si vous prenez un mot comme en latin numerus, ça veut dire le nombre, numerus. Et l'évolution du latin a fait que ce mot numerus est devenu numero, et numero, qui est devenu français numéro évidemment, et bien surtout, il a évolué de manière à ce que la voyelle E disparaisse, ça s'appelle une syncope, et numero est devenu nombre, nombre, N-O-M-R-E si vous voulez, d'accord. Mais il n'y a pas beaucoup de langues qui arrivent à prononcer correctement, enfin, qui vont garder cette séquence MR, hein, nombre, surtout le R roulé bien sûr, sans une intervention supplémentaire, et c'est ce qui arrive sous la forme d'une épenthèse de consonnes, c'est-à-dire entre un M et un R. Si vous prononcez nombre plusieurs fois, vous verrez bien que vous prononcez, même sans le vouloir, un B, nombre, d'accord. On a plein d'autres exemples de ça, de ce type d'épenthèse consonantique. Par exemple, caméra, vous savez la caméra, d'accord. Au départ, en latin, ça veut dire la chambre, hein, parce qu'une caméra de vidéo ou de photo, au départ, c'était une chambre noire. Et caméra, vous voyez bien tous les phénomènes phonétiques qui passent de caméra à chambre, K qui devient cha comme Castello, on l'avait vu, ou caput et chef, etc. Donc, caméra, mais aussi le E qui disparaît. Donc chamra, voyez, et donc un B qui naturellement vient s'insérer entre le M et le R. Donc chambre, et donc le mot chambre, c'est exactement le même mot que caméra. C'est étonnant, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ce sont des joies de la linguistique historique. Des épenthèses de consonnes, on en a dans d'autres familles du monde, et notamment dans la langue océanienne, on a le mot feu qu'on reconstitue comme api, qui commence par une voyelle. Eh bien, il y a plusieurs langues de Calédonie qui ont inséré une consonne au début du mot, donc avant la voyelle, un ye, donc par exemple en tchatch, pour dire le feu, on dit yep, yep, consonne qui n'existait pas auparavant, qui a été insérée donc. Il y a même des langues de Calédonie où, selon Françoise Rivière, eh bien, cette consonne, c'est dur s'il y a une fortition en tche, hein, on a des mots comme tchep et tout ça. Voici un exemple, je ne sais pas si vous voyez, de la revue Oceanic Linguistics. C'est là que je trouve beaucoup d'exemples dans les articles de Françoise Rivière des changements phonétiques dans les langues de Nouvelle-Calédonie. Épenthèse, ça peut être l'insertion d'une consonne, ça peut être aussi l'insertion d'une voyelle. On a des exemples, un bel exemple en latin, vous connaissez scola, qui au départ, qui veut dire l'école si vous voulez, mais qui au départ veut dire le temps libre. C'est étonnant, on a du loisir, on a du temps libre, donc on étudie. Donc on apprend, c'est comme vous en fait, dès que vous avez du temps libre, je suis sûr que vous apprenez beaucoup de linguistique historique. Et ce mot-là qui est emprunté au grec au départ, hein, c'est un mot grec, scolais, eh bien en latin scola a subi en bas latin une insertion de voyelle, une épenthèse vocalique qui a donné escola. Escola, vous savez que l'espagnol fait ça tout le temps, escuela, d'accord, mais le français également, c'est même pas de l'ancien français, c'est du latin vulgaire, a eu cette épenthèse-là, qui fait que scola est devenu escola, qui ensuite est devenu école par la chute du S en coda, on l'a déjà vu avec Castello.
Et donc ça c'est un exemple de nouvelle voyelle qui n'était pas là dans la forme étymologique. Un autre exemple en océanien, c'est si je prends le mot oiseau manouk, hein, comment dire, les timons que l'on reconstitue en proto-océanien pour oiseau, c'est manouk. Je pense qu'il y a des langues, je pense en élément, on dit manlik, oiseau de mémoire. En tout cas, dans une langue océanienne qui n'est pas en Nouvelle-Calédonie, mais qui est aux îles Salomon, c'est dans l'île de Vanikoro où je suis allé et où j'ai fait pas mal de terrain. Je suis en train d'écrire le dictionnaire de cette langue qui s'appelle le Teanu. Eh bien, comment on dit oiseau dans cette langue de Vanikoro, eh bien, sachant que l'origine c'est Manouk, eh bien, aujourd'hui on dit Menuko, Menuko. On entend très bien la voyelle O, mais cette voyelle-là, elle est non étymologique, elle s'est insérée au cours de l'histoire par changement phonétique, par phénomène d'épenthèse. Voilà, qui est d'ailleurs régulier. Un autre mot important dans l'étude du changement phonétique, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est l'influence d'un phonème sur un autre. On a énormément d'exemples d'assimilation dans les langues romanes. Vous savez que oui, on a ça en latin. J'ai pas noté ici, mais on a beaucoup de préfixes ad. Il y a le préfixe ad en latin et qui se combine avec des radicaux. Hein. Donc ad sistere, d'accord, qui a donné assister. Vous voyez que le D, ad sistere, le D c'est assimilé au S suivant, d'accord. Et ad fectio, hein, qui a donné le mot affection en français, ad fectio, eh bien le D s'est fusionné avec le F et il s'est assimilé au F. Donc ce sont des exemples qu'on a d'assimilation, il y en a des centaines. Et un autre exemple, cette fois-ci venu complètement d'ailleurs du français moderne. Ah, pourquoi j'ai mis du latin? C'est pas du latin, c'est une erreur. Je sais pas, d'accord, en français je sais pas, qui se prononce couramment je sais pas, d'accord, avec une syncope d'une des voyelles, je sais pas, mais surtout ce je sais pas, vous voyez, si on l'écrit phonétiquement, la forme sous-jacente, on a un je suivi d'un S, je sais pas, mais il est très fréquent qu'on assimile, qu'il y ait un processus d'assimilation réciproque d'ailleurs entre ces deux consonnes, c'est-à-dire le je par sa place d'articulation, elle influence le S qui devient che et en même temps il est assourdi. Enfin, je sais pas si vous voyez, il y a un tour de passe-passe ici qui fait que la prononciation normale pour dire je sais pas, c'est je sais pas, une sorte de che qui est donc je sais pas. On peut appeler ça un changement phonétique, un type d'assimilation. Il y a, on peut avoir des assimilations entre voyelles, hein, donc une influence d'une voyelle sur une autre. Il y en a aussi pas mal d'exemples. Si je reprends le mot oiseau, qui se dit donc manouk en proto-océanien, eh bien, il y a pas mal de langues au nord du Vanuatu notamment, pas seulement là, mais pas mal de langues, il y a une quinzaine de langues du nord du Vanuatu que j'ai étudiées dans les îles Banks et Torres, qui ont suivi tout un processus de changement des voyelles et de création de nouvelles voyelles suite à des phénomènes qu'on appelle parfois umlaut ou métaphonie, d'accord, que j'ai parfois appelé aussi hybridisation de voyelles ou hybridation de voyelles. En tout cas, on a un mot comme manouk, manouk oiseau. Vous vous souvenez qu'au Vanuatu le K final disparaît, donc manouk devient manu, qui devient mon, mon. Et pourquoi je vous parle d'assimilation? Parce qu'on voit bien que mon en fait c'est un A mélangé à un OU, c'est le son A, OU, d'accord. Vous savez qu'en français AU ça se prononce O comme Australie, etc. Eh bien, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire un A influencé par un OU, il est vélarisé, il est arrondi et ça devient un O. Eh bien, c'est une forme d'assimilation. En fait, on parle souvent d'assimilation pour les consonnes, mais il y en a aussi pour les voyelles. Pour ceux qui s'intéressent à ces phénomènes que je viens de décrire dans les langues du nord du Vanuatu, vous pouvez accéder sur mon site à un article sur les voyelles, où je reconstitue comme ça l'évolution des systèmes des voyelles dans les langues du nord du Vanuatu. On vient de voir des exemples de changements phonétiques dans des mots. On a vu, vous voyez, on prenait à chaque fois des exemples
de telle consonne ou telle voyelle qui a évolué dans tel mot, et souvent ce sont des phénomènes qu'on peut décrire, hein, avec des termes techniques, comme j'en ai donné quelques exemples, 7 ou 8 termes, sachant que évidemment il y en a une vingtaine, hein, ou plus. Il y a des dictionnaires complets des termes de changement phonétique. Je ne vous les ai pas tous indiqués ici. Là, on regardait comment tel phonème a évolué dans tel mot, d'accord, ou tel contexte. Et la suite logique un petit peu, que je vais un petit peu illustrer ici, c'est le changement, non pas phonétique, mais phonologique. Je suis sûr que vous vous souvenez du contraste un peu abstrait parfois entre phonétique et phonologie, mais surtout l'idée c'est que phonétique c'est la prononciation, c'est le changement de prononciation, alors que la phonologie c'est voir les consonnes et les voyelles d'une langue en tant que système, système qui a une certaine symétrie, qui a, par exemple, on va avoir les consonnes orales et les consonnes nasales, les voyelles brèves et les voyelles longues, ça qui forment un système un peu géométrique. C'est l'idée de la phonologie. Et donc parfois, le changement phonétique qu'on a vu au niveau de chaque segment, ou de chaque mot, eh bien, le changement phonétique, il va donner lieu à des changements au niveau du système. C'est ce que j'appelle changement phonologique. Par exemple, l'apparition de voyelles nasales. Si vous prenez un mot comme grande en latin, grande, qui veut dire grandiose, et qui a donné grand en français évidemment. Alors, l'idée c'est que en bas latin du nord de la France, peut-être sous l'influence du breton, mais c'est une autre affaire, eh bien, grande est devenu grande. Vous voyez que la voyelle A est devenue en, elle s'est nasalisée, c'est devenu une voyelle nasale. Grande est devenue grande. On peut décrire ça au niveau phonétique comme un simple phénomène d'assimilation. La consonne nasale N a débordé, on peut dire, a influencé la voyelle qui précède. Mais ensuite, il y a eu un autre phénomène qui est la suite en fait de ça, c'est que la consonne N et les consonnes nasales ont disparu en coda, en fin de syllabe, d'accord, ont cessé d'être prononcées, et grande a fini par se prononcer grande, comme on voit ici, grande, d'accord, grande. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a prononcé grande? On n'a plus de consonne nasale N, on n'a plus qu'une voyelle nasale. On a ici l'apparition d'une voyelle nasale phonologique qui est nouvelle, qui n'était pas là avant, dans la langue, dans le système. Et vous remarquez d'ailleurs qu'on peut faire que le français a une paire minimale entre grande et grade. Grande, grade. Et vous vous souvenez sans doute de certains cours de phonologie que la paire minimale, c'est très important pour prouver qu'un phonème, disons que deux sons différents, sont bien phonémiquement ou phonologiquement distincts. D'accord, ils sont contrastifs. Donc grande contraste avec grade. Ce qui prouve bien qu'on a bien une voyelle en et une voyelle a dans cette langue-là qui est le français ou l'ancien français. D'accord? Du coup, le résultat, c'est qu'on a une langue qui a plus de voyelles à une certaine époque qu'elle n'en avait avant. On peut dire que l'inventaire des voyelles se trouve augmenté et qu'en général, le système phonologique a évolué. Alors, ce qui est intéressant, amusant, c'est que les voyelles nasales, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, enfin, c'est pas si fréquent que ça. Vous savez que l'anglais n'a pas de voyelle nasale, l'allemand, normalement, n'en a pas, le russe n'en a pas, le chinois n'a pas de voyelle nasale, le japonais non plus, le tahitien n'en a pas, les langues polynésiennes n'ont pas de voyelle nasale, les langues bantoues, je pense pas. Il y a certaines langues d'Afrique qui en ont, mais pas les langues bantoues. Enfin, voyez, il y a beaucoup de voyelles nasales en Amazonie, mais c'est quelque chose qui est relativement rare. Pourtant, on trouve des voyelles nasales dans les langues océaniennes et devinez où? En Nouvelle-Calédonie, plus précisément en Nouvelle-Calédonie du Sud. Donc les langues kanaks de la province sud surtout, eh bien, elles regorgent de voyelles nasales, c'est magnifique. Déjà dans leur nom, on voit le Kharanchi de Kanala, le Kharagre, n'est-ce pas? Peut-être que je ne prononce pas, le Doumbéa et le Noumé et le Koini, ce sont
des exemples de langues du sud, et le Hamea aussi, il y a le Hamea et le Tingri, tout ça, dans la pas loin de Canada. Eh bien, toutes ces langues de la province sud de la Nouvelle-Calédonie ont des voyelles nasales, et ces voyelles nasales n'existaient pas en proto-océanien, donc elles les ont créées par changement phonologique, enfin d'abord changement phonétique, et ensuite c'est phonologisé. On appelle ça transphonologiser plus exactement. C'est un phénomène de transphonologisation. On est passé d'un contraste entre des consonnes orales ou nasales à un contraste entre des voyelles nasales, voyelles orales et voyelles nasales. Et cette transphonologisation, le contraste entre le déplacement du contraste dans le système, si vous voulez, ça a modifié le système. Donc c'est un des concepts assez abstraits avec lesquels les phonologues s'amusent beaucoup. Enfin, c'est passionnant. C'est un terme qui a été proposé dans les années 60 par André-Georges Audricourt, celui-là même dont je vous ai peut-être déjà parlé, dont je vous reparlerai, qui a été un des pionniers de l'étude des langues de Nouvelle-Calédonie. Donc, il étudiait beaucoup les systèmes phonologiques et leur évolution, notamment la transphonologisation, c'est-à-dire un changement phonétique régulier qui a modifié le système phonologique lui-même. Un autre exemple de transphonologisation qui va nous intéresser, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, je donne juste un exemple dans les travaux de Audricourt, le même Audricourt dont je parlais à l'instant, qui a étudié énormément de langues, vous le savez sans doute, y compris le chinois mandarin, le thaï de Thaïlande, plusieurs langues kanak et tout ça, et du nord et du sud, en l'occurrence de la province nord, qui est aussi, non, la province nord pour le Païti et Tiémouni, et aussi Jean-Claude Rivière, son successeur, qui a étudié beaucoup le Tiémouni et le Païti pour le nord, et le Noumé et le Koigny pour le sud. Et qu'est-ce qu'elles ont, ces langues très originales par rapport au reste de la famille océanienne? C'est que ce sont des langues qui ont innové des tons, le système de tons. Quand les gens entendent, mais plus des linguistes, pensent à des langues tonales, n'est-ce pas, on va penser au chinois. Vous savez, le chinois va avoir 4 tons, ma, c'est-à-dire des mots qui sont distingués, qui ne veulent pas dire la même chose, en fonction de la hauteur ou de la manière de réaliser la voyelle. Eh bien, il n'y a quasiment aucune langue océanienne sur les 500 langues océaniennes, même sur les 1200 langues austronésiennes, il n'y a pas tellement de langues à tons, sauf ici en Nouvelle-Calédonie, avec les langues que je vous citais, le Païti, Tiémouni, et aussi le Noumé, Doumbéa et Koigny. Tout cela très étudié par Jean-Claude Rivière et Françoise Rivière. C'est possible qu'en travaux dirigés, vous allez peut-être approfondir un peu cette question avec vos enseignants, parce qu'il y a des beaux articles des Rivières pour illustrer cette évolution-là. Alors, un exemple, c'est, si je prends le proto-océanien Soussou, qui veut dire le lait ou la poitrine, Soussuna, c'est possédé, Soussunia, sa poitrine, qui devient Suna, avec la chute du premier ou, on a Suna avec un S long qui se durcit, si vous voulez, en Tin. Donc le Suna devient Tin en Némi. Ça, ce n'est pas une langue à ton, donc c'est juste le T aspiré. Mais en Tiémouni, eh bien, ce Ti, en fait, va donner lieu à un ton haut. Et effectivement, pour dire poitrine, en Tiémouni, eh bien, on a le mot Ti. Et Ti, ça ne saute pas aux yeux, on n'y pense pas tout de suite, mais Ti vient du proto-océanien Soussou, de manière régulière, par changement régulier. On a ici l'apparition d'un contraste tonal, des contrastes entre des différents tons, le ton haut et le ton bas, et parfois le ton moyen dans certains langues. Parfois c'est bas, moyen, haut, ou juste bas, haut, dans les langues à ton. Et ce contraste n'existait pas avant, donc c'est un changement phonologique. Et rapidement, un dernier exemple parmi d'autres de changement de type phonologique,
C'est lorsque une langue, à travers le changement phonétique, finit par modifier son profil syllabique. Vous savez qu'il y a des langues qui ont des voyelles, des syllabes CVC, consonne, voyelle, consonne, d'accord. En français, si je dis patte, mère, d'accord. Mais même un mot comme strict, c'est consonne, 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 voyelle, consonne, consonne, d'accord. Strict. Il y a 3 consonnes, une voyelle, 2 consonnes. Plusieurs langues européennes, indo-européennes, permettent comme ça d'avoir plein de consonnes qui se touchent. En revanche, il y a d'autres langues comme le japonais, où on ne peut avoir qu'une seule consonne à la fois. Donc on va dire arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, ça veut dire merci beaucoup. Arigato gozaimasu, vous voyez, il n'y a pas de groupe de consonnes. Donc on va dire que le japonais a un profil syllabique très différent. Le japonais n'a que des syllabes ouvertes. Syllabe ouverte, ça veut dire consonne voyelle. Consonne voyelle, consonne voyelle. Plus près de nous, il y a beaucoup de langues qui ont dans le Pacifique un profil syllabique du type syllabe ouverte, ce sont des langues polynésiennes. Donc si vous prenez une langue comme le tahitien, d'accord, le garçon et la fille, ça se dit tetamari et tetamahine. C'est typiquement le type de sonorité d'une langue polynésienne, n'est-ce pas? C'est d'avoir consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Tetamari et tetamahine. Et qu'on n'a jamais de groupe de consonnes ou de syllabes qui se terminent par une consonne. Tetamari. Voilà. Donc ça, c'est typiquement polynésien. Alors quand dans les langues de Nouvelle-Calédonie, eh bien, certaines langues ont gardé les consonnes finales, surtout les langues du Nord, ou aussi les langues, donc les langues du Nord, on avait vu tout à l'heure, et en Diawé par exemple, la mer, c'était Tiawik, non, c'était Tialik, n'est-ce pas? Et puis en Tchatch, on avait le mot Tchatch, par exemple. Et plein de mots comme ça qui se finissent en une consonne. En Djehu, on a un H, n'est-ce pas? Voilà, on a des consonnes finales dans les langues kanaks sans problème, alors que c'est impossible dans les langues polynésiennes. Plus brièvement, on va survoler un peu les autres types de changements. C'est juste parce que je ne voudrais pas que tout ce cours, à force de citer toujours du changement phonétique, vous donne l'impression qu'il n'y a que ça comme changement, mais c'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a de nombreuses manières par lesquelles les langues du monde changent, évoluent tout le temps, d'accord, et ce n'est pas que des questions de prononciation. Alors, il y a d'abord je vais vous parler de changements morphologiques et puis syntaxiques, sémantiques assez vite en tout cas, mais je vais vous montrer, d'abord on peut voir qu'on a du changement morphologique. La morphologie, si vous voulez, quand on pense à la conjugaison des verbes dans les langues européennes, il y a beaucoup de morphologie au niveau verbal, d'accord, pas tellement nominal. En français on dit le cheval, les chevaux, mais il n'y a pas tellement de morphologie nominale dans les langues modernes comme le français, c'est-à-dire le changement de la forme d'une mot en fonction du contexte syntaxique. Donc il y a cheval, chevaux qui serait un exemple, mais il n'y en a pas tellement dans les noms. Il y en a beaucoup plus dans les langues anciennes, comme en latin, où il y avait, vous savez, les déclinaisons qui fait qu'un même nom pouvait apparaître différemment, donc avoir une forme différente selon qu'il était au nominatif, au datif, au génitif et tout ça. Il y a ça en allemand encore aujourd'hui, d'accord. Mais on va prendre l'exemple pour la morphologie dans les langues européennes des verbes. Eh bien, on a un paradigme de conjugaison. Si je dis je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, ça s'appelle un paradigme, le paradigme du présent, de l'indicatif. Et on a, eh bien, ces paradigmes-là, ils évoluent. Par changement, c'est pas du changement phonétique, mais c'est du changement morphologique au fil des générations, des siècles. On a des phénomènes de régularisation, par exemple, par analogie. Je vous explique ce que ça veut dire, c'est très important en linguistique, y compris parfois en phonétique, mais surtout en morphologie. C'est le concept d'analogie. C'est-à-dire, normalement, on est censé dire en français il croit, le verbe croire, d'accord, il croit, et au pluriel, il croit. Il croit en Dieu, il croit qu'ils sont malades, etc. Il croit, au pluriel. On entend
une partie des locuteurs du français, notamment des enfants qui font la faute, mais pas seulement des enfants, parfois des adultes aussi, qui vont dire au singulier ils croient, au pluriel ils croivent. D'accord? Alors ils vont se faire corriger, on va dire d'où ça sort ce V, n'importe quoi, ça se prononce pas comme ça. En fait, c'est pas n'importe quoi. C'est évidemment c'est une faute, donc, du point de vue prescriptif, on peut considérer que c'est une faute. Mais le linguiste descriptif que nous sommes, n'est-ce pas, et surtout le linguiste historique, il ne s'intéresse pas de dire que c'est une faute ou que c'est pas une faute, ni de corriger quoi que ce soit. Ce qui l'intéresse, c'est d'observer le phénomène et de dire oh, très intéressant, une partie des francophones disent ils croivent. Et donc, le linguiste historique, il va se demander d'où vient ce V. Pourquoi tout d'un coup des locuteurs vont se mettre à ajouter ce V. Et pourquoi un V et pas un che ou autre chose, vous voyez pourquoi on ne dit pas ils croisent, je ne sais pas. Eh bien, la réponse, c'est qu'il y a une sorte d'alignement analogique avec d'autres verbes pour lesquels ce V existe de manière régulière. Vous prenez un verbe comme boire, d'accord? Boire, il boit, pluriel, ils boivent. Et le parallèle est assez évident avec croire, il croit, ils croivent. C'est une régularisation, vous voyez? C'est-à-dire quelque chose qui était finalement assez irrégulier, puisque pour le verbe boire, il faut mettre un V, pour croire, il faut pas, enfin, etc. On s'en mêle les pinceaux, quand on est un locuteur qui doit apprendre la langue. Du coup, c'est assez naturel de procéder par analogie à cette régularisation. Le latin, historiquement, a eu des phénomènes très parallèles. Quand on est passé du latin classique au latin vulgaire, si vous voulez, eh bien, plusieurs verbes qui étaient irréguliers se sont régularisés. Je ne sais pas si vous avez fait du latin classique. On voit le verbe pouvoir, par exemple. Je peux, il peut, ça se dit possum. Potest, c'est lié au verbe être, voilà, historiquement. Eh bien, ça a été régularisé en latin vulgaire. Et possum a été recréé en potéo. Et potest est devenu potette, d'accord, sont des barbarismes, si on veut, ce sont des formes qui n'existent pas en latin classique, mais qui, dans toutes les langues romanes, sont reflétées, n'est-ce pas, en italien, en espagnol, en français. On a des formes qui proviennent de cette forme nouvelle, innovante, potéo, potette. Pourquoi? Eh bien, par analogie avec d'autres verbes en eo, comme habeo, habet. Voilà, donc on a pris, par analogie avec des verbes réguliers, on a régularisé un verbe pouvoir, qui était pouvoir, qui lui-même était irrégulier. Aujourd'hui, en français moderne, le verbe pouvoir est un verbe irrégulier, mais pour d'autres raisons. Autrement dit, possum potest était un verbe irrégulier en latin, il a été régularisé en latin vulgaire. En ancien français, par changement phonétique, il est devenu à nouveau irrégulier. Et aujourd'hui, en français, je peux, tu peux, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, etc. C'est quelque chose qu'on peut appeler ça irrégulier. Voilà. Ok, un autre exemple en morphologie, c'est des phénomènes de réanalyse. Je vous donne le mot-clé. Donc, si je vous dis ceux qui ont faim, ceux qui ont faim, vous voyez de la forme écrite, ceux qui ont faim, il n'y a rien entre le i et le on. Il y a beaucoup de gens qui prononcent ceux qui ont faim. Ouais, il y a ceux qui ont faim, ou ceux qui ont rien acheté, ceux qui ont mangé, ceux qui n'ont pas mangé. D'accord. Ce Z, en fait, on peut à nouveau s'en moquer en disant c'est une faute, mais moi ça m'intéresse pas de savoir que c'est une faute, ça m'intéresse au contraire de voir que il y a une tendance à le prononcer. Donc la question qui m'intéresse, moi, c'est quel est le phénomène qui fait qu'on a un Z ici, tout à l'heure on avait un V qui venait de nulle part, là on a un Z, pourquoi pas. Eh bien, l'analogie, c'est une forme de réanalyse de ceux qui ont faim par influence de ils ont faim, d'accord. Le L disparaissant, ça fait ils ont faim, donc la manière fréquente de dire ils ont faim, c'est d'avoir ce Z entre guillemets de liaison qui est bien régulier, lui. Eh bien, on le réintègre dans la proposition relative, ceux qui ont faim. Voilà. Donc, réanalyse, on pourrait faire un cours entier sur la réanalyse, c'est passionnant, il y en a dans plein de langues du monde, y compris les langues océaniennes. Mais là, je ne vais pas aller davantage dans le détail. Un mot important, très important en linguistique historique, qui n'est pas la phonétique, c'est la grammaticalisation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre ce terme.
La grammaticalisation, c'est lorsqu'un terme, un mot, hein, un verbe par exemple, ou en tout cas un mot du lexique, évolue du point de vue de son sens et finit par devenir un outil grammatical. Par exemple, un suffixe grammatical, etc. Il y a beaucoup d'exemples de grammaticalisation. C'est un terme qui mériterait que vous fassiez peut-être des petites recherches en cours de TD sur la grammaticalisation. Il y en a en français, il y a des articles sur la grammaticalisation dans les langues syriennes et tout ça. On va prendre un exemple d'abord pour comprendre de quoi on parle. En latin, si je prends un verbe habeo, qui a donné le verbe avoir, en français c'est le verbe avoir en latin, donc au départ c'est l'idée de tenir, hein, étymologiquement, tenir, qui a donné donc habeo, et si je combine en latin un peu tardif, hein, 2e siècle, hein, environ au 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, si je combine ce verbe habeo, tenir ou avoir, hein, avoir un couteau dans la main, ou avoir de l'argent, ou avoir quelque chose. Mais si je le combine avec un verbe à l'infinitif, par exemple vendre, je vous ai pris un verbe simple, vendere, qui est vendre, et si je dis vendere habeo, littéralement, pensez à l'anglais I have to sell, you know, I have this to sell, et j'ai quelque chose à vendre. Donc c'est vraiment le sens étymologique normal de avoir, j'ai dans la main quelque chose que je dois vendre. Bon. Mais il y a une évolution sémantique qui fait que on part du sens concret, si vous voulez, de j'ai quelque chose, j'ai des pommes à vendre, d'accord, à une idée plus abstraite de il faut que je vende, d'accord, j'ai à vendre des meubles, ou I have to sell, ok, j'ai à vendre des choses, qui peut aussi prendre le sens. Alors en anglais, vous savez, I have to do, c'est l'idée de devoir. Ça, donc ça a changé sémantiquement déjà entre tenir dans la main et puis un sens qu'on appelle déontique. Déontique, ça vient du mot qui veut dire devoir. Donc c'est l'idée d'obligation, d'accord. I have to go, je suis obligé de partir. Ok. Et il y a aussi une autre la continuité, si vous voulez, de ce genre d'évolution, qui est de devenir un futur, de dire j'ai à vendre des tapis demain, d'accord. Ça veut dire ça donne je vendrai, je le vendrai au voisin, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Alors, regardons déjà phonétiquement, si j'ose dire. Vendere habeo, avec un bon verbe habeo, 3 syllabes et tout. Déjà, c'est simplifié, c'est pas vraiment simplifié, mais c'est abrégé, si vous voulez. Et on peut reconstituer une sorte de prononciation au IIIe siècle après Jésus-Christ. Eh bien, venderaio, vous voyez, c'est habeo, le B il est disparu, habio, machin truc. Donc on est dans une forme qu'on n'a jamais vue écrite, hein, mais il n'y a aucun texte, je crois, qui ne montre ce genre de forme. Mais on peut reconstituer ce genre de forme. Venderaio, et ce venderaio, qui vient du verbe habeo, avoir, eh bien, finit par se suffixer et devenir je vendrai. Je vendrai mes vêtements au marché. Je vendrai. Vous voyez, et ça devient le suffixe du futur. Les langues romanes, que ce soit le français, l'espagnol, l'italien, etc., ont ainsi créé un nouveau futur qui n'existait pas du tout en latin. Le latin avait un autre futur qui se créait différemment. Et ce suffixe grammatical qui maintenant fait partie de la conjugaison, donc de la morphologie de la langue, eh bien, il a son origine dans un verbe qui veut dire avoir, tenir, tout ça. C'est complètement un exemple classique de grammaticalisation, où on a un ancien verbe qui est devenu une sorte d'auxiliaire et lui-même qui est devenu un suffixe. Et puisqu'on parle un peu de syntaxe, on peut illustrer brièvement, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je veux juste que vous sachiez quand même qu'il existe des changements syntaxiques dans les langues. Alors, sans entrer dans les détails, hein, sachez que, par exemple, quelque chose de typique, c'est on a des langues sujet, objet, verbe, SOV, hein, dans l'ordre des mots, SOV, donc, dont l'ordre dominant est sujet, objet, verbe, c'était le cas du latin. Et bien qui, au fil des générations, des siècles, des énoncés, comment dire,
de l'évolution des tournures et des phrases, a fini par modifier son ordre, et aujourd'hui en français, on a un sujet, verbe, objet. L'ordre canonique, comme on dit, c'est sujet, verbe, objet. D'accord? Maman a acheté du riz. Alors qu'en latin, on disait maman du riz a acheté. Alors, il y a beaucoup d'études historiques pour essayer de comprendre comment on est passé d'un ordre à l'autre, mais c'est un exemple de changement syntaxique. D'ailleurs, il y a aussi des études sur ce type de changement syntaxique dans les langues océaniennes. Parce que, là je ne l'ai pas noté ici, mais dites-moi, dans les langues que vous parlez, les langues océaniennes, quel est l'ordre canonique? Ça m'intéresse. Peut-être que vous étudierez ça en TD, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans les langues en tahitien, dans les langues polynésiennes, la plupart des langues polynésiennes, c'est verbe initial, c'est VSO, le tahitien. Mais il y a des langues de Calédonie qui sont SOV, sujet, objet, verbe. D'autres qui sont sujet, verbe, objet. Peut-être encore d'autres ordres des mots. C'est assez variable en Calédonie. Alors qu'au Vanuatu, par exemple, c'est presque toujours sujet, verbe, objet. Et on reconstitue que le proto-océanien, bah tiens, on ne sait pas, je crois. Hein, on se pose la question de quel était l'ordre canonique en proto-océanien. Bonne question. Voilà, donc c'est un exemple d'évolution syntaxique, grammaticale. L'autre type d'évolution syntaxique, parmi d'autres, c'est lorsque certaines stratégies grammaticales sont remplacées au fil du temps. Par exemple, le latin utilisé comme l'allemand aujourd'hui, comme aussi des langues aborigènes d'Australie, vous savez, ça existe aussi. Beaucoup de langues australiennes ont des systèmes de cas, c'est-à-dire le nom change sa forme, d'accord, j'en parlais il y a 5 minutes, selon qu'il est nominatif, accusatif, détivatif, c'est-à-dire selon la fonction syntaxique. Génitif, c'est le possesseur, etc. Donc, le datif ça vient du verbe donner, donc le datif du latin, c'était il donne de l'argent au docteur, ou il parle au docteur, ou il dit quelque chose au docteur. Dixit medico, et le O au final, c'était la marque du datif, d'accord? Alors que le docteur, en sujet, si c'est le sujet de la phrase, c'est medicus, mais datif medico. Donc, vous voyez, le mot medicus change sa terminaison selon le cas, selon à quel cas il est décliné, voilà, selon sa fonction syntaxique. Donc, mais ça, c'est du latin classique. Et puis en latin tardif, eh bien, on a de plus en plus commencé à utiliser une autre tournure qui était d'utiliser une préposition spatiale. C'est comme si on disait, donc on disait dixit ad medicum, ce qui n'est pas du tout correct en latin classique, mais c'est comme si on commençait à dire il dit vers le docteur, il parla vers le docteur, avec un vers, n'est-ce pas, locatif, spatial, et c'est ça, c'est l'origine du mot à en français. Il a dit à papa, il a parlé à la maîtresse, à. Et bien ce à, du français, il vient d'une préposition là, ça illustre le changement syntaxique. Encore un exemple, désormais un exemple cette fois-ci de changement sémantique. Alors changement sémantique, c'est absolument gigantesque et c'est génial, c'est passionnant, et on pourra en faire 3 ans ou des thèses entières sur le changement sémantique. Je vais vous prendre juste 2-3 exemples. On reste dans le latin, puisque peut-être, j'espère, vous prenez vous à mes exemples de langue romane et de langue qui viennent du latin. Et c'est un exemple qu'on a vu maintes fois dans ce cours, surtout sur la partie phonétique. On regardait caput, vous savez, caput, la tête. On a vu ce qui est arrivé au T, la consonne finale de caput, qui s'est fait décapiter. Et on a vu ce qui s'est passé avec le P qui est devenu F en français, on a vu plein de choses phonétiquement. Mais il y a aussi dans ce mot-là quelque chose d'intéressant, c'est l'évolution sémantique. J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est que ce mot caput en latin, c'est la tête, c'est-à-dire c'est une partie du corps. D'accord? Caput, ici. Et même origine que cabeza en espagnol et tout ça, et que fallait en grec. Alors c'est la tête, mais par métaphore, c'est devenu le mot chef en français. Donc chef, qui veut dire encore la tête quand on dit le couvre-chef, mais qui 90% du temps, eh bien ça désigne une personne. Le chef,
c'est le leader, si j'ose dire, le leader d'une communauté, d'accord, le chef du village, le chef de la tribu, le chef de gare aussi, voilà, et puis le chef cuisinier qui est carrément un sens un peu différent, le chef, la cuisine du chef, etc. Vous voyez, on s'éloigne de la partie du corps, hein, c'est vraiment devenu un mot qui a changé son sens. Donc ça, c'est passionnant. Là, je vous ai résumé en une ligne, mais c'est passionnant de voir comment on est passé d'un mot qui est une partie du corps à une désignation d'une fonction, évidemment avec une métaphore, hein, parce que la tête est au corps, ce que le leader est au groupe humain et tout ça. Mais c'est intéressant, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Et si on prend un ou deux exemples océaniens cette fois-ci, eh bien, il y a beaucoup d'exemples de changements sémantiques océaniens. C'est un des domaines qui m'intéresse d'étudier, que j'ai un peu commencé à étudier et que je vais continuer. Peut-être certains parmi vous voudraient aussi aller sur cette voie. Si je prends par exemple le mot tambu, hein, qu'on peut reconstituer en proto-océanien, la racine tambu, qui veut dire sacré ou interdit. C'est ce mot-là, tambu, qui est devenu tapu en tahitien et qui a été emprunté par James Cook, Captain Cook, au tahitien. Il a emprunté et c'est rentré dans la langue anglaise, tabou. Donc le mot qui est ensuite venu en français. Donc tabou en français, c'est un mot océanien. Peut-être le saviez-vous. C'est un mot océanien, tabou, qui vient. Le mot français vient de l'anglais, qui vient du tahitien par James Cook. Et tapu, ça a un sens de sacré, interdit, un sens religieux assez fort, et c'est toujours lié aux esprits, à la présence des esprits, qui peuvent être des esprits bénéfiques, si on veut, ou maléfiques, des esprits dangereux, des fantômes, tout ça. Et il y a des langues du Vanuatu, j'avais fait une étude là-dessus, sur les différents sens que prennent qu'a pris cette racine tambu dans les langues du Vanuatu. Eh bien, il y a plusieurs langues comme le motlap, j'ai fait ma thèse sur le motlap et je suis en train d'écrire le dictionnaire du motlap, eh bien, qui ont cette forme tambu, alors ça se prononce pas du tout tambu en motlap parce qu'évidemment il y a du changement phonétique, heureusement d'ailleurs. Donc le B s'est transformé, le A s'est modifié par assimilation des voyelles et tout ça. Et donc la forme c'est tek. Eh bien, ce qui m'intéresse là, c'est le changement sémantique. Tek ne veut pas dire sacré, tout ça. C'est le cimetière. C'est l'endroit où on enterre les morts. Et c'est un endroit, évidemment, qui, comme dans beaucoup de civilisations, est un endroit plutôt inquiétant, où on ne va pas la nuit. On a peur peut-être des esprits, des fantômes, ou par respect de ce qui est tabou et ce qui est sacré, c'est-à-dire des ancêtres ou des morts, eh bien, c'est un espace du village, un peu en dehors du village, qui est maintenu à l'écart, d'accord. Et donc le mot tek aujourd'hui ne veut pas dire sacré, tout ça, il veut dire uniquement cimetière. C'est un changement sémantique qui est un peu comparable, si vous voulez, avec kaput qui veut dire la tête, qui devient un mot pour dire le chef du village. Ce sont alors moi, ce phénomène de changement sémantique, ça me passionne. Vous remarquez que si on regarde du point de vue de la racine tambu, on va dire que cette racine a changé son sens. Elle est passée du sens sacré au sens cimetière. Mais il y a un autre phénomène aussi qui est corrélé à ça. Ce phénomène, on peut l'appeler remplacement lexical. C'est que si on regarde du point de vue du mot, de la manière dont on désignait le cimetière, eh bien, il y avait un autre mot, autrefois en ancien motlap ou en proto-océanien, qui voulait dire cimetière, je ne sais pas, je peux deviner lequel, mais c'est pas celui-là, d'accord. Et cet ancien mot a été poussé, en quelque sorte, a été mis de côté, lorsque le mot qui était tambu est venu à changer son sens pour dire cimetière. Vous voyez, donc il y a eu un remplacement. Si je prends un autre exemple, en latin, il y avait caput pour la tête, et puis il y avait dux qui a donné duc, tout ça, dux qui veut dire le chef, le leader. Il y avait dux pour le leader et caput pour la tête. Mais quand caput a modifié son sens pour dire non pas la partie du corps mais le leader, eh ben, il a poussé l'autre mot qui était dux.
il y a eu un remplacement lexical. Vous voyez, un mot qui était une unité lexicale, le mot, il a été remplacé. Un mot s'est fait remplacer par un autre, c'est un phénomène de remplacement lexical qui est également passionnant. C'est l'autre facette du changement sémantique, si vous voulez. On pourra en parler, si vous voulez. Et puis, dernier exemple que je vais vous donner, parmi d'autres, le changement sémantique, toujours pour rester un peu dans le thème spirituel, le thème n'est-ce pas, la spiritualité et des ancêtres au Vanuatu. J'avais fait une étude aussi sur une autre racine proto-océanienne, kata mate. Mate, c'est mort. Il y a des langues en Calédonie qui, je crois en élément, c'est mak, pour dire mort. Et kata mate, c'est une personne qui est décédée, d'accord. Kata c'est personne et mate c'est mort. Et en fait, ça a donné en motlap un mot tamat qui a toute une polysémie passionnante qui désigne les esprits des morts, les fantômes, hein, mais aussi les ogres dans les histoires, c'est toujours des tamats. Et ça désigne enfin, parmi beaucoup d'autres sens, ça veut dire masque ou chapeau. Alors on peut se demander quel est le rapport et tout ça. Et en fait, la photo peut-être vous donne un indice, c'est qu'au nord du Vanuatu, où se trouve Montalava, l'île où on parle Motlap, eh bien, il y a toute une tradition de danse sacrée, qui implique des masques ou des coiffes, d'accord, des coiffes rituelles que l'on porte, d'accord, que des humains portent pour représenter les esprits. Ici, sur cette photo que j'ai prise en 2005, on a l'esprit de l'oursin maritime, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un dieu, on voit l'œil, ici l'œil de ce dieu qui surveille les hommes, d'accord? Et ces personnages masqués qui dansent sur la place du village, ils représentent toujours les esprits, le monde de l'au-delà, le monde des esprits. Donc j'ai écrit pas mal d'articles qui peuvent vous intéresser aussi là-dessus. Et alors du coup, c'est le lien sémantique entre fantôme, esprit des morts, n'est-ce pas, être surnaturel, et le masque ou le chapeau. C'est le même mot, tamat. Voilà, c'est encore un exemple de changement sémantique, cette fois-ci très influencé par, si vous voulez, un lien culturel, par les circonstances anthropologiques et culturelles qui président à l'emploi de ce mot. C'est intéressant. Voilà. Je voudrais terminer ce cours aujourd'hui en réfléchissant en quelques minutes au changement linguistique. Pourquoi il y a tous ces changements linguistiques? Enfin, qu'est-ce qu'on observe quand on fait de la linguistique historique? Je viens un peu de vous donner un aperçu, un panorama des différents types de changements phonétiques, mais aussi de changements morphologiques, syntaxiques, sémantiques, lexicales, tout un répertoire que les langues humaines ont pour évoluer, voilà, prendre les 1000 chemins possibles d'évolution au fil du temps et des générations. D'accord? Qu'est-ce que c'est que, en fait, ces changements? Première chose, c'est que je dirais que tous ces changements sont universels, d'accord? Dans tout ce cours, vous avez remarqué que je vous ai cité des exemples, tantôt du latin au français, parfois du proto-indo-européen au grec, ou de l'ancien français au français moderne, parfois des dialectes ou des variétés modernes du français, et puis des exemples dans les langues océaniennes. J'aurais pu aussi citer des exemples de langues bantou, de langue du Caucase, etc. Essentiellement, les changements que nous voyons là sont universels. Je dirais en tout cas les grands types de changements sont universels. Tous ceux que j'ai cités, quand je dis type de changement, c'est-à-dire il est universel d'avoir des phénomènes de grammaticalisation, d'avoir des phénomènes de transphonologisation, d'assimilation. Vous voyez, enfin tous les termes qu'on a vus aujourd'hui, ils sont universels. Mais ensuite, tel ou tel changement particulier va être en revanche parfois universel et parfois spécifique. D'accord? Le fait que
il y a certains changements phonétiques qui sont assez banals. P qui devient F, c'est ultra banal. Mais un P qui devient K, je connais pas. Oh, pas beaucoup. Il y a peut-être deux, trois langues qui ont ça. Un F qui devient M, je connais pas. Je pense que ça n'existe pas. Un Z qui devient T, voyez, etc. C'est assez rare. Donc voilà. Ou alors par exemple l'apparition de langue à ton, l'apparition de ton sur les voyelles, comme il y en a en Timouille, ça c'est assez rare. Il y a des langues à ton qui apparaissent, donc pas exactement les mêmes circonstances. Voyez. Et puis également spécifiques vont être tel ou tel changement morphologique ou tel changement sémantique. C'est un des domaines de recherche que j'essaie d'étudier moi-même dans mes travaux. C'est quels sont des changements, parce que les changements phonétiques qui sont banals, P qui donne F et tout ça, on le sait. Les changements phonétiques qui sont rares, on le sait. Tout ça c'est assez bien étudié depuis 150 ans. Je m'intéresse un peu à ces questions du point de vue sémantique. Parmi les changements sémantiques, est-ce qu'il y a des changements sémantiques banals et d'autres qui sont rares? Par exemple, dans les langues du Vanuatu, souvent, le mot village devient le mot pour île. On peut dire qu'il y a un changement phonétique de village vers île, ou une île, hein, voilà. Ou le pays, l'île, le village, etc. Est-ce que c'est banal? Et est-ce qu'il y en a plein d'endroits dans le monde où c'est le même mot pour village ou île? Ou est-ce que c'est en fait assez rare et c'est uniquement au Vanuatu que ça se passe, ou je ne sais pas. C'est un exemple, d'accord. Donc j'ai créé le terme de collexification, donc peut-être on reparlera, je ne sais pas, mais en tout cas la collexification, on peut chercher, et c'est l'étude comme ça des changements sémantiques, ou plutôt des polysémies qui se retrouvent ou pas d'ailleurs dans les langues du monde, et donc ça c'est intéressant. Et parfois c'est lié à la culture. On a vu l'exemple du Atamaté qui donne Tamat en motlap, et où la connexion entre le chapeau et l'ogre, vous voyez, c'est pas évident, mais en fait quand on fait du terrain dans la langue motlap et qu'on rentre dans comme ça dans la société, eh bien on perçoit le lien qu'il y a entre les esprits, le monde des esprits et des représentations des esprits. Okay, c'est un exemple. Donc à la fois de l'universel et du culturel, c'est bien d'avoir toujours l'équilibre. Il ne faut pas être à 100% dans l'idée que tout est universel et tout est banal, et tout là, c'est pas vrai. Et puis inversement, il ne faut pas toujours culturaliser ou donner une explication qui serait purement locale à des phénomènes en fait qui sont qu'on retrouve dans telle région, mais aussi partout ailleurs. Donc il faut toujours réussir à garder les deux angles d'observation. Ces changements, donc on parle des changements linguistiques en général, hein, ces changements, ils sont universels, ils sont également inconscients. Ils sont inconscients, c'est-à-dire quand j'évolue, quand je dis, quand quelqu'un dit « il croive », ou quand je dis la caravane, au lieu de dire la caravane, je dis la caravane, tout ça, au moment où je le prononce, et bien souvent, c'est inconscient. Peut-être quelqu'un va me corriger, peut-être quelqu'un va dire « oh, il ne faut pas dire il croive, il faut dire gna, ou bien machin ». Mais au moment où je prononce, ou bien où mon cerveau va me pousser à prononcer telle phrase, eh bien, le phénomène est inconscient. Ça, c'est important, c'est comme idée. Et alors, pourquoi on a tous ces changements linguistiques si on ne fait pas exprès? Eh bien, il y a de multiples raisons, dont je ne vais vous citer que 2 ou 3, mais qui, en fait, c'est beaucoup d'études et de travaux. C'est passionnant, en fait, parce que c'est une question anthropologique. Pourquoi les langues changent? Ce qu'on sait, c'est que toutes les langues du monde changent, évoluent tout le temps. Mais alors, pourquoi? Alors, je vous donne 2-3 idées. L'idée générale, c'est que la communication, le succès de la communication, eh bien, est soumis à de multiples pressions. Pression sur l'esprit ou le cerveau ou les facultés cognitives de la personne qui parle. Pression au sens de des contraintes, si vous voulez. Il y a des contraintes sur la personne qui parle, des contraintes sur la personne qui entend. Parfois il y a du bruit à côté, parfois on n'entend pas, parfois les voyelles nasales se perdent, etc. Ça dépend des circonstances de la parole et tout ça, voilà. Donc on a, au moment de faire un acte de communication, il y a beaucoup de contraintes qui peuvent être purement physiques, qui peuvent être des contraintes sociales, le respect, qui peuvent être
la contrainte, une des contraintes, c'est qu'on souhaite être compris. Donc si je vous dis, si par exemple, il y a tellement d'érosion phonétique qui fait que pour dire ferme la fenêtre, je dis naître, c'est-à-dire juste je prononce la dernière syllabe, vous n'allez pas comprendre, donc ça c'est embêtant. Donc moi j'ai quand même une pression qui est d'essayer de me faire comprendre. Si je veux dire à quelqu'un ferme la fenêtre, je vais peut-être parler rapidement, mais quand même il faut qu'il y ait une contrainte de rester compréhensible. Et en même temps, il y a une contrainte ou une pression qui est inverse. Alors, si c'était rester compréhensible, ce serait une tendance à la conservation, c'est-à-dire je vais garder les énoncés, je ne vais pas changer ma manière de parler, comme ça il y a une forte chance que même dans 10 ans ou 20 ans, les gens continuent à me comprendre. Mais en même temps, j'ai des pressions dans le sens inverse. Par exemple, quelque chose qu'on appelle en linguistique parfois la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, également connue sous le nom de paresse, mais qui fait que si je peux faire un peu moins d'efforts d'articulation, par exemple, pour obtenir à peu près le même résultat, ben, je vais le faire. Donc, je vais limiter mes efforts. Ça explique des phénomènes phonétiques qu'on a vus, la lénition, d'accord, qui est très fréquente, des P qui donnent F, tout ça, c'est une forme de moindre effort d'articulation, des phénomènes d'assimilation, d'accord, je ne prononce je sais pas, ça demande plus d'efforts de dire je ne sais pas que de dire je sais pas, d'accord, ce genre de choses. Donc c'est la loi du moindre effort. Ça c'est l'effort de prononciation. Il y a aussi l'effort cognitif, c'est-à-dire par exemple la mémoire. Vous voyez, si je dois me souvenir comme locuteur que le verbe croire ne se conjugue pas du tout comme le verbe boire, d'accord, c'est possible d'ailleurs, c'est ce que normalement les locuteurs du français doivent faire. Mais ça veut dire que j'ai un poids cognitif. Je dois me souvenir par cœur de la conjugaison du verbe boire, d'accord. Je bois, tu bois, ils boivent, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Mais vous voyez, j'ai hésité, j'ai dit buvons, j'ai failli dire nous boivons. Ouais, voilà. Un peu par envie de simplifier tout ça. Donc, nous buvons, vous buvez, ils boivent, alors que on dit nous croyons, vous croyez, ils croient. J'ai failli dire ils croient. Vous voyez le truc. Donc, c'est-à-dire, là, je prends juste un exemple sur ces deux verbes, croire et voir et boire. Mais il y a aussi voir. Il y a avoir, il y a devoir, il y a tous ces mots en français qui finissent par voir et qui se conjuguent tous, chacun à sa manière. C'est très lourd cognitivement pour la faculté de mémorisation du locuteur. Ça donne bien envie de s'économiser un peu la mémoire en alignant un peu des conjugaisons. Ce serait pratique s'il y avait tout simplement des verbes qui se régularisaient et qu'on pouvait dire ils croivent, ils boivent, ils boivent, ils doivent, etc. Et donc ça c'est une pression sur la communication qui est de diminuer un peu l'effort, non seulement d'articulation, mais l'effort cognitif. Et puis il y a d'autres contraintes, je ne vais pas vous les citer aujourd'hui toutes, hein, rassurez-vous, là je vous en cite ici juste 3-4. Il y a la pression d'être expressif. D'accord, quand je fais une expression, quand je vais raconter une blague, etc., j'ai envie que non seulement je dise je me fasse comprendre, si vous voulez, d'un point de vue purement objectif, mais aussi si en plus je peux dire une tournure qui va faire sourire ou qui va faire comprendre, qui va utiliser une métaphore, une image, etc., eh bien ça peut être apprécié ou ça peut aider à bien comprendre. Alors, on pourrait trouver plein d'exemples, vous pourrez peut-être même trouver des meilleurs exemples, mais en latin il y avait le mot dux qui voulait dire le chef, hein, le leader, bon c'était juste le mot normal pour dux, et puis en bas latin à un moment on a commencé à remplacer ce terme dux par la tête, d'accord, et il a pris un peu comme on dit la tête de l'État, la tête du village, la tête du pays, et puis ça c'était une métaphore qui était plus expressive, je veux dire, que de juste reprendre le vieux mot qui était dux. C'est ce genre un peu d'expressivité, parfois, l'expressivité c'est un exemple de pression sur la communication qui peut avoir tendance à encourager le changement, non pas tellement phonétique, hein, mais plutôt le changement sémantique, lexical. Et puis un dernier point important, donc peut-être on reparlera, qui est que quand je parle, je ne veux pas seulement être compris, je ne veux pas seulement passer un message, je ne veux pas seulement m'économiser la mémoire, mais je veux aussi me situer dans un groupe. Me situer dans un groupe, ça veut dire
Si les gens autour de moi disent c'est Tchitch est parti, parce que c'est cool de dire comme ça, eh bien, inconsciemment, pour être un peu copain avec ces gens-là, ben, je vais prononcer un peu comme eux, sans le faire forcément consciemment. Donc. Un autre, ben voilà, par exemple, je vous disais que better qui veut dire mieux en anglais, on l'entend de plus en plus les jeunes parler better. Et si on dit better ou bien CA, d'accord, à Londres aujourd'hui, eh ben on fait jeune branché quoi, enfin cool et tout ça, et on va dire CA au lieu de city. Alors qu'on fait un peu, je sais pas, si on dit city, si on prononce le T, ça fait un peu bourgeois, ça fait un peu machin. Or, on n'a pas envie de ressembler aux bourgeois, on a envie d'être le jeune cool. Du coup, c'est comme ça que va s'accélérer une innovation phonétique. Voilà. Donc, c'est un exemple de quelques pressions, il y en a d'autres encore, sur la communication. Le dernier point en conclusion que je voudrais dire, c'est que ces changements inconscients, ils ont lieu dans nos conversations constamment, ils sont tout le temps là, ces changements, mais certains des changements, eh bien, ils ont lieu une fois dans l'histoire de la langue et ils sont adoptés définitivement. Donc, par exemple, P qui devient F, c'est donc, si vous voulez, l'idée que l'évolution, une langue va évoluer phonétiquement, ça c'est tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que tous les P que tout le monde prononce tout le temps vont devenir des F, c'est pas ça. C'est qu'il va y avoir une époque, une génération par exemple, quoi, qui va commencer à prononcer les P, bon, c'est F, vous voyez, il va y avoir une émission sur ce phonème-là. Très bien. Et puis ensuite, ça va s'arrêter. Voilà, tous les P sont devenus des F, puis c'est fini. Puis peut-être qu'il y a un autre P, oui, on ne va pas le toucher. Et donc, ça veut dire que l'événement P qui devient F, c'est un événement qui a eu lieu une fois, historiquement. Un autre exemple, c'est que le passage du mot chef de tête à leader, eh bien, il a eu lieu une fois au Moyen-Âge, et désormais, le mot chef, il a le sens de leader, il veut plus dire la partie du corps, d'accord? Donc, chaque changement linguistique, c'est un événement historique qui est datable, c'est une innovation qui a eu lieu une fois, c'est un événement, en fait, une innovation. P qui devient F en proto-polynésien, il y a eu un événement historique qui a duré peut-être 3-4 générations, mais ensuite le P est devenu F, et puis c'est fini. Et ces innovations, elles jouent un rôle important pour reconstruire l'évolution des langues et la généalogie interne des familles. C'est ce que nous avons un peu commencé déjà à observer, beaucoup même, dans nos travaux sur la méthode comparative. Chaque innovation linguistique, qu'elle soit phonétique, morphologique, syntaxique, a laissé des traces archéologiques dans les langues modernes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les langues modernes, le français par exemple, ils gardent la trace des innovations qui ont eu lieu au Moyen-Âge ou avant, d'accord? Et de même, les langues de Nouvelle-Calédonie gardent la trace d'anciennes innovations qui ont eu lieu dans les siècles qui précèdent. Et le rôle de la linguistique historique, c'est de déterrer, pour garder la métaphore archéologique, de déterrer ces innovations du passé et de les analyser et de les mettre au jour. Voilà. Cette séance est terminée. Je vous remercie. J'espère que vous avez mieux compris les différentes manières de changement linguistique, des différents types de changements linguistiques, et puis un peu pourquoi les langues changent, comment les langues changent. La prochaine vidéo, si je ne m'abuse, c'est sur le thème de comment modéliser le changement linguistique dans le temps et dans l'espace. Merci à tous, bon travail et à bientôt. Reposez-vous. Au revoir.